nouvelle pour les magistrats qui sont dans la salle. Christophe Bigot s'interdit désormais de plaider l'intérêt général de l'information. Il est présumé, désormais. Ça fait gagner un peu de temps. Monsieur Renal, vous n'êtes pas là pour répondre de ce que fait la Chambre criminelle, pas plus d'ailleurs que la Cour de cassation dans son ensemble. Il y aura sans doute peut-être une discussion qui pourra s'installer sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce soit sa première civile ou sa chambre criminelle, mais vous êtes là pour nous parler de cette notion d'intérêt général dans l'appréciation que font les juridictions des discours racistes lorsqu'ils sont à trait devant elles. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, effectivement, en d'autres termes, en quoi cette catégorie d'infraction est-elle particulièrement liée à la notion d'intérêt général, et ça va nous permettre de mesurer à quel point cette notion est protéiforme, parce que une bonne partie de mon intervention, mais ce n'est pas très original lorsqu'on parle de droit de la presse, va être en gros un intérêt général contre un autre intérêt général, et donc à la fin une balance entre des intérêts divergents qui peuvent tous les deux s'appeler intérêt général. Alors, de quoi parle-t-on? Parce que le titre de cette intervention n'est pas très satisfaisant, mais en même temps il est raccourci et on comprend qu'il ait été choisi de la sorte. Les infractions racistes, c'est donc un raccourci très, très insatisfaisant, mais commode. Vous le savez, cela renvoie à 4 infractions de la loi sur la liberté de la presse: diffamation, injure, provocation à la haine, la discrimination, la violence, lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Cela mérite d'être sans cesse rappelé. Et une 4e infraction qui est une infraction créée par la loi Tissot, l'article 24 bis, l'infraction de négationnisme. Et ce rappel qui peut sembler évident, seulement pour nous dire que ce n'est pas parce qu'on utilise le terme générique d'infraction raciste qu'on pourrait penser que la loi sur la presse a comme objectif d'éradiquer le racisme du cœur et de l'expression humaine. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a 4 infractions précisément définies par la loi et la jurisprudence qui tombent sous le coup de la loi, et on peut parfaitement concevoir qu'en dehors de ce champ très, très, très précis, il puisse y avoir une place pour une autre expression qui pourrait être empreinte d'une vision raciste. Alors, de façon d'abord très formelle, comment se marque le lien privilégié entre infraction raciste et intérêt général? Ce que je ne dirai pas longuement, mais que vont dire à ma place un certain nombre des décisions que je vais très brièvement analyser, c'est ce qui tombe évidemment sous le sens, l'enjeu fondamental que constitue dans une société démocratique et ouverte la stigmatisation des discours racistes qui portent atteinte à la cohésion de cette société, notamment en ce qui porte atteinte aux droits de ces minorités. D'ailleurs, nos amis anglo-saxons utilisent plutôt l'expression discours de haine, qui dit assez bien ce qu'elle veut dire, mais évidemment, dans cette généralité, il faut que nous nous rattachions dans notre conception légaliste française aux 4 infractions que je viens de rappeler. Alors, en quoi ces infractions sont particulièrement liées à l'intérêt général? Eh bien, d'abord, on en a déjà parlé tout à l'heure, en ce que ce sont des infractions pénales. Et ça nous renvoie à la double question de la dépénalisation et d'une part, et du transfert d'infraction de la loi sur la liberté de la presse au code pénal d'autre part. Les projets de dépénalisation du droit de la presse, sous l'influence notamment européenne, ils sont périodiquement évoqués. Ceci étant dit, ils ne touchent pas, a priori, chaque fois qu'ils se formalisent dans des pré-projets, des rapports ou que sais-je encore, ils ne touchent pas à ces infractions raciales. On peut dire que le fait que la société
souhaite que ces interdits conservent un caractère pénal est en l'état acquis. En l'état acquis, ça ne veut rien dire. Je le reconnais. Le second débat, le transfert dans le code pénal, c'est un débat qui n'est pas seulement théorique, parce que l'infraction de provocation directe à des actes de terrorisme ou d'apologie d'actes de terrorisme a été transférée, on le sait, par la loi de novembre 2014 dans le code pénal. Quelle pourrait être la signification d'un tel transfert? Un message double, certainement. Hein. Le code pénal, c'est le lieu par excellence de la stigmatisation des interdits, donc le message pourrait être fort d'une certaine façon, symboliquement fort. En revanche, on le sait bien, les conséquences d'un tel transfert, elles ne seraient pas que symboliques, et toutes les personnes condamnées, y compris en comparution immédiate, souvent à d'importantes peines d'emprisonnement depuis la fin de l'année 2014 pour apologie d'actes de terrorisme, pourraient en témoigner bien mieux que moi. Je ne pense pas, je ne suis pas le seul à le penser. Pour citer une autorité morale importante, on peut citer l'avis sur les discours de haine sur Internet de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2015. Je ne pense pas qu'un tel transfert soit opportun. Dernier marqueur qui me paraît... en passant donc des infractions pénales, nous sommes d'accord, des infractions pénales, et des infractions pénales punies de peine d'emprisonnement, ce qui marque là aussi qu'il y a pour le législateur un intérêt particulier à la répression de ces infractions. Et puis, et là on va trouver expressément la notion d'intérêt, les mots même d'intérêt général, alors que je tourne autour de la notion depuis le début de cette première approche. Parlons des prestataires techniques sur Internet. C'est dans la loi de 2004 pour la confiance sur l'économie numérique qu'on rappelle dans la foulée de la directive européenne que ces prestataires techniques n'ont pas d'obligation de surveillance générale des propos qu'ils hébergent ou qu'ils stockent. Mais il y a des exceptions, et nous dit la loi, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la répression d'un certain nombre d'infractions. Et au nombre de ces infractions, il y a la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciste. Le législateur nous dit donc très clairement, comme il l'a dit en faisant des infractions pénales et des infractions pénales punies d'une peine d'emprisonnement, qu'on a affaire à un véritable enjeu d'intérêt général dans la répression de ces infractions. Mais évidemment, cet enjeu d'intérêt général, il va se télescoper avec l'intérêt général tel qu'on l'évoque généralement en droit de la communication et tel que vient de le développer Christophe Bigot. La particulière liberté qui s'attache à l'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Alors juste deux points très brefs pour illustrer ce point. D'abord, la notion d'intérêt général, mais cette fois-ci telle que je l'ai envisagée au début de mon information, l'intérêt général qui s'attache à la répression de ces infractions, eh bien, elle justifie sur un plan formel, là encore, le plan de la conventionnalité, le plan de la constitutionnalité, elle justifie l'existence de ces infractions. La Cour de cassation, en ne saisissant pas le Conseil constitutionnel, ou le Conseil constitutionnel, lorsqu'il était saisi, ont eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. L'existence de ces infractions, elle est nécessaire, adaptée, proportionnée à l'objectif de lutte, l'objectif d'intérêt général, de lutte contre le racisme et de protection de l'ordre public, où elle vise à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d'antisémitisme et de haine raciale. Je cite la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, je ne vous en comprends pas de référence. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt qui a été cité ce matin, Soulas contre France, est très intéressante parce qu'elle affirme à deux paragraphes distincts ces deux notions d'intérêt général que j'évoquais à l'instant. Elle nous dit à la fois que le sujet dont parlait monsieur Soulas
à savoir, pour ne pas changer, son ouvrage s'appelait La colonisation de l'Europe, discours vrai sur l'immigration et l'islam. Que ce sujet de la place de l'immigration, de l'intégration des immigrés est un sujet d'intérêt général, et elle nous dit un peu plus loin qu'il importe au plus haut point, hein, si ça ne résulte pas d'une certaine conception d'intérêt général, je ne comprends plus rien au français, de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations. Et donc nous avons ces deux notions qui se télescopent, et cette seconde notion paraît si importante à la Cour européenne qu'elle relève en passant que les prévenus encouraient des peines d'emprisonnement, mais ça n'a pas l'air de la heurter plus que cela. Ils ont été en l'espèce condamnés à de lourdes peines d'amende, mais comme pour justifier ces lourdes peines d'amende, la Cour dit d'ailleurs ils encouraient des peines d'emprisonnement. Donc on voit bien qu'il y a une place pour la sanction pénale, y compris la sanction pénale la plus lourde aux yeux de la Cour européenne, lorsqu'on est au cœur, hein, des infractions desquelles il m'a été demandé de traiter aujourd'hui. Et puis je terminerai par trois exemples tirés du droit, tirés de décisions nationales, de décisions de la Cour de cassation, qui illustrent bien ce télescopage entre l'intérêt général de la répression de ces infractions contre la protection du débat général. Et là, on retrouve le rôle du juge de presse, qui est de faire le partage entre des intérêts divergents, qui s'appellent là précisément des intérêts généraux divergents. Et trois exemples très brefs, mais pour montrer comment s'articule cette balance et cet arbitrage. Les juges du fond et la Cour de cassation se sont opposés dans une affaire où on avait une grande émission de télévision populaire intitulée « Délinquance, la route des Roms ». Les juges du fond, les premiers juges et la Cour d'appel avaient dit que ce qui devait prévaloir, c'était l'intérêt général qui s'attache à la répression de la provocation à la haine ou à la discrimination, et certains des propos d'un expert, d'un spécialiste, je mets des guillemets, à expert et à spécialiste qui s'exprimait au cours de cette émission, avaient été jugés comme provoquant à la haine raciale en ce qu'ils assimilaient la communauté rome à la délinquance. La Cour de cassation, elle est d'un avis différent, et elle le motive de cette façon. Les propos litigieux portant sur une question d'intérêt public relative aux difficultés d'intégration de la communauté rome ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Premier exemple. Deuxième exemple, où là, au contraire, juge du fond et juge de cassation sont unanimes. Un homme de lettres distingué, un peu confidentiel, qui a acquis une certaine notoriété en se faisant le propagateur de la théorie dite du grand remplacement. Unanimité des juges donc pour estimer que ces propos qui évoquent l'immigration, et spécialement l'immigration de confession musulmane, provoquent à la haine raciale. Et la Cour de cassation, dans un arrêt très récent, approuve ces décisions, mais elle prend bien soin, et c'est pour ça que je la cite à l'instant, elle prend bien soin de dire que ces propos étaient tenus au prétexte d'un débat légitime sur les conséquences de l'immigration et de la place de l'islam en France. Et on retrouve exactement le même raisonnement que celui de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soulas. C'est un débat qui est légitime, mais il a été traité d'une façon qui s'oppose frontalement à l'intérêt général, qui s'attache à la répression de la provocation à la discrimination raciale. Je vous avais annoncé trois exemples, je m'en tiendrai à deux parce que le temps passe.
Ce que je voudrais dire, c'est que donc le juge de presse, dans ces affaires-là, il va à nouveau se livrer, je l'ai déjà dit, à une balance entre des intérêts divergents. Est-ce que il n'y a que dans la situation des infractions racistes qu'on a des intérêts divergents qui sont également d'intérêt général, si je puis dire, dans chacun des plateaux de la balance? Personnellement, je ne le pense pas. Évidemment, ça renvoie implicitement à ce que je disais tout à l'heure sur les questions de dépénalisation et autres. Je pense que lorsque la balance s'effectue entre le débat d'intérêt général d'une part et la défense de la réputation, la défense d'intérêt privé, la défense des droits et de la réputation d'autrui, on n'est pas totalement dans une opposition simpliste, intérêt général contre intérêt privé. Je pense qu'on peut encore rattacher la défense de ces intérêts privés à une certaine notion de l'intérêt général. Tout ça, c'est pour compliquer encore un peu les choses et pour affadir encore, pour aller dans le sens de Christophe Bigot, pour affadir encore cette notion tarte à la crème. Mais pourtant, j'y crois fondamentalement, c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Alors, quel serait l'intérêt général dans ce cas-là? Eh bien, d'abord, la qualité et la fiabilité de l'information, lorsque les propos litigieux sont des propos qui sont produits dans la presse ou qui sont l'objet le résultat d'un travail journalistique, et même une certaine, on va dire, correction, ça fait un peu vieux jeu, bon, de l'expression publique en général. J'entends quand on est entre personnes privées, en dehors des enjeux, de l'enjeu capital de la qualité de l'information, eh bien, je pense on est dans un certain intérêt général du vivre ensemble, notion tarte à la crème aussi, et je ne voudrais pas que vous sortiez de cette intervention en pensant que je crois que seule la défense indispensable et cruciale de la société contre le racisme est d'intérêt général. Je vous remercie.